Hello tout le monde, bienvenue sur l'Exploratorium et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la série Polyphonia où on parle de musique et surtout de comment faire de la musique. Alors dans la vidéo précédente on avait parlé des gammes, entre autres on avait parlé des accords aussi, on avait vraiment survolé un peu ces deux sujets pour préparer un peu le terrain. Et donc aujourd'hui justement on va utiliser ce terrain bien préparé pour approfondir un peu les gammes. Donc on va revenir très rapidement sur la construction des gammes, puis on va s'attarder sur comment les utiliser, ou en tout cas les bases de comment les utiliser. Alors on se retrouve encore une fois bien évidemment sur Cubase pour illustrer un peu tout ça. Et donc dans la vidéo précédente on avait illustré un peu tout ce que je disais avec les gammes de Do majeur et de La mineur, donc C majeur ici, A mineur ici. Et donc on le rappelle, une gamme se définit par un mode et une tonique, la tonique étant la note de départ, et le mode une succession d'intervalles précises, ce qui nous donne du coup par exemple Do majeur, Do c'est la tonique, majeur c'est le mode, La mineur, La c'est la tonique, mineur c'est le mode. Donc on le rappelle, il y a plein d'autres modes, on peut utiliser toutes les notes comme tonique, et donc des possibilités assez larges. Mais par exemple, une chose que je n'ai pas précisée dans la vidéo précédente, c'est que la grande majorité des gammes, en tout cas celles utilisées dans la musique occidentale, sont des gammes qui cyclent à chaque octave. C'est-à-dire que tous les intervalles d'un mode sont contenus dans une octave. Et que d'une octave à l'autre, du coup, on retrouve les mêmes notes dans le même ordre. C'est ce qu'on voit assez simplement ici. On voit par exemple que la gamme de Do majeur, quand on commence sur Do3 et qu'on va jusqu'à Do4, on retrouve dans l'ordre les notes C, D, E, F, G, A, B et on retourne sur C. Et une fois qu'on est là, déjà on remarque qu'on a parcouru toutes les notes de la gamme et on retourne sur Do, mais que encore une fois après, on retrouve le même ordre de notes. On a Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, et on retourne sur Do, et on peut continuer comme ça vers le haut ou vers le bas à l'infini. Et donc il y a un petit détail qui est important sur la construction des gammes qui cyclent à chaque octave, et on va voir ça de suite avec un exemple assez clair. Par exemple, on va prendre comme tonique Sol dièse, ou G dièse du coup, et on va lui donner le mode mineur. Donc déjà on a une gamme qui commence évidemment sur Sol dièse, on lui applique la succession d'intervalles du mode mineur, qui est, on le rappelle, un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un demi-ton, un ton, un ton. Hop, donc si là je nous mets hop, voilà. Donc on voit qu'entre Sol dièse, La dièse on a un ton, La dièse, Si on a un demi-ton, Si, Do dièse on a encore une fois un ton, Do dièse, Ré dièse on a un ton, Ré dièse, Mi on a un demi-ton, Mi, Fa dièse on a un ton, et Fa dièse, G dièse on a encore un ton. Donc on a bien la gamme de Sol dièse mineur, qui ressemble donc à ceci. Mais ce que je vais vous demander moi, c'est de construire sur la tonique de Sol dièse, de G dièse si vous préférez, le mode majeur. Donc une gamme de Sol dièse majeur. Essayez de la construire, allez-y, essayez. On va voir ce que vous obtiendrez, et vous allez voir, on va pouvoir apprendre quelque chose de ça. Alors, je pars du principe que vous l'avez fait, que vous avez essayé, et du coup vous avez un résultat. Il y a de fortes chances que si vous avez appliqué juste ce que moi je vous ai appris dans la vidéo précédente, et ce que j'ai rappelé vite fait aujourd'hui, vous obteniez la suite de notes suivantes, qu'on repasse en majeur, c'est-à-dire Sol dièse, La dièse, Do, Do dièse, Ré dièse, Fa, Sol, et retour sur Sol dièse pour conclure. Et vous allez me dire, ouais bah c'est nickel, c'est ce que j'ai. Sauf que ce n'est pas correct. Mais pourquoi? Vous avez suivi les instructions, donc logiquement vous devriez avoir le bon résultat. Et même Cubase semble me dire qu'effectivement, on le voit ici, la gamme de G dièse majeur, ça correspond aux notes là. Donc vous allez me dire, du coup c'est quoi le problème? Parce que si même Cubase dit que c'est les bonnes notes de la gamme, bon bah c'est bon, c'est juste. Sauf que non. Alors effectivement c'est les bons sons, c'est les sons corrects. Mais ce ne sont pas toutes les bonnes notes. Une partie de ces notes sont effectivement correctes, mais une partie ne sont pas correctes. Pourquoi? Eh bien, une chose importante dans les gammes qui cyclent à l'octave, c'est que chaque note n'apparaît qu'une seule fois par octave. Donc, si on enlève les notes qui se répètent, on a ça. On a Sol dièse, La dièse, Do dièse, Ré dièse et retour sur Sol dièse. On a viré le Do qui était là, on a viré le Fa qui était là, et on a viré le Sol qui était là. Mais du coup, comment on fait? Comment on fait pour remplir ces trous? Eh bien on va utiliser quelque chose dont j'ai quand même pas mal parlé dans les vidéos précédentes, c'est-à-dire l'enharmonie. Et donc, première chose à faire, assez simple, on peut remplacer ce qu'on avait avant ici comme étant un Do, on peut le remplacer par son équivalent harmonique le plus logique, un Si dièse. Alors vous allez me dire, pourquoi un
si dièse. Eh bien, je le rappelle, ce que je viens de dire à l'instant, chaque note apparaît une seule fois dans l'octave. Mais surtout, du coup, ce que ça implique, c'est que chaque note apparaît dans l'ordre. C'est-à-dire que vous aurez toujours la même succession, si vous virez les accidentelles, vous aurez toujours la même succession. Vous aurez toujours A, B, C, D, E, F, G. Vous les aurez toujours dans cet ordre-là. Bon, dépendant de la tonique, par exemple là on est en sol dièse exactement, mais on va dire qu'on est en sol. Du coup, on a G, A, B, C, D, E, F, G. Et du coup, là, on est censé avoir un Si. Et donc, comment est-ce qu'on transforme un Si en un Do? En l'occurrence, on veut vraiment un Do, on veut pas un Do avec une altération, on veut un Do. Donc, on fait un Si dièse. Pourquoi? Parce qu'entre Si et Do, il n'y a qu'un demi-ton, donc pour transformer un Si en Do, on fait un Si dièse. Et donc, quand on ira voir la partition juste après, ici, on aura un Si dièse. Et du coup, si on reprend par ici, eh bien, après le D, on est censé avoir un E, pas un F. Mais du coup, comment est-ce qu'on transforme un E en F? Et bien encore une fois, c'est pas bien compliqué parce que entre le E et le F, il n'y a qu'un demi-ton. Donc comment est-ce qu'on transforme un E en F, donc un Mi en Fa, et bien on lui rajoute juste un dièse pour augmenter d'un demi-ton. Et donc ici, on aura un Mi dièse. Et donc ici, on n'est pas censé avoir un Sol, on n'est pas censé avoir un Ré, on est censé avoir un F, un Fa. Mais là, ça devient un peu plus compliqué. Comment est-ce qu'on transforme un Fa en Sol? Parce qu'il y a un ton qui les sépare. Donc un Fa dièse, c'est pas un G, c'est un G bémol. Du coup, on doit mettre deux dièses sur ce Fa. On a un Fa dièse dièse. Et du coup, si je vous montre la partition, on obtient ceci. On a notre Sol dièse, un La dièse, un Si dièse, un Do dièse, un Ré dièse, un Mi dièse, un Fa double dièse qu'on peut représenter avec ce petit symbole en forme de croix, et enfin on retourne sur le Sol dièse. Et du coup, là, vous avez les notes correctes de la gamme de Sol dièse majeur. Alors vous allez me dire, de manière assez évidente, si même Cubase au final me montre ces notes-là, pourquoi est-ce que je me casserais le cul, excusez-moi l'expression, à entre guillemets faire en sorte que la gamme des notes soit correcte? Parce qu'au final, j'utilise les mêmes sons, donc au final c'est bon. Alors dans l'absolu, effectivement, c'est vrai, mais ça peut devenir problématique si vous voulez écrire ou lire une partition, et donc éventuellement la faire jouer ou même la jouer vous-même. Pourquoi? Bien parce que les notes de Do, de Fa et de Sol, donc C, F, G, mais ça n'appartiennent pas à la gamme de Sol dièse majeur. Et ça a beaucoup d'implications trompeuses si vous avez un tant soit peu de background musical. Et ça, du coup, ça peut complexifier même vous, votre process de composition. Même si vous n'avez pas forcément ce background très prononcé derrière, ça peut quand même troubler la façon dont vous voyez votre morceau. Et typiquement, ça peut troubler tout l'aspect harmonique, toute la façon dont vous appréhendez l'harmonie de votre morceau. Et donc ça, au final, faire en sorte d'avoir les notes correctes, vous le voyez pas mais je mets des guillemets sur correct, c'est une légère complication qui au final est nécessaire et très peu gênante, donc je vous recommande de le faire, de faire cette correction vous-même. Ça vous aidera vous, ça vous aidera à communiquer avec d'autres personnes et surtout à communiquer avec des gens qui ont ce background musical derrière, qui sont par exemple des joueurs d'orchestre par exemple, mais même des joueurs plus classiques, plus amateurs. Et donc c'est très important à savoir, et on va clore ici notre petit retour sur la construction des gammes. Maintenant du coup on peut attaquer l'utilisation de ces gammes. Alors comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, une gamme ça apporte structure, cohérence, une forme d'unité au morceau, mais ça peut aussi donner un mood comme on dit en anglais, donc une humeur, une ambiance, une couleur, ou même complètement évoquer une culture. Et dans ce cas là vous allez me dire, comment choisir sa gamme? Comment on choisit la gamme qu'on va utiliser pour notre morceau? Est-ce qu'on peut vraiment avoir des critères qui nous aident à choisir cette gamme? Ou est-ce qu'on y va un peu au hasard en fonction de ce qu'on aime? Et bien justement, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Comme je viens de le dire, une gamme ça peut apporter une culture, un mood, une couleur, et donc ça peut nous aider à raconter une histoire, ça peut nous aider à raconter quelque chose, ou à décrire un endroit par exemple, décrire un personnage, ça peut nous aider à faire tout ça. Et donc si on a une idée de ce qu'on veut représenter, et bien justement ça peut nous aider à choisir une gamme. Mais une autre approche qui est aussi tout aussi valable, c'est par exemple juste de jouer de manière un peu aléatoire sur votre clavier des trucs, tester des mélodies, vous testez un peu en impro finalement, en jouant, et quand vous trouvez quelque chose qui vous plaît, vous regardez les notes que vous avez jouées et vous dites bon ça du coup ça correspond plus à telle ou telle gamme. Et du coup vous sélectionnez comme gamme principale de votre morceau cette gamme qui correspond à ce que vous venez de jouer qui vous plaisait le plus. Mais sinon ce qui reste encore le plus simple c'est juste de choisir une gamme majeure ou mineure sans se casser la tête avec des modes plus complexes entre guillemets et donc choisir simplement si votre morceau va être plutôt positif ou plutôt négatif. Donc si c'est plutôt positif on le rappelle vous irez vers une gamme majeure et si c'est plutôt négatif vous aurez tendance à aller plus vers une gamme mineure. Mais comme je l'ai dit, les gammes ont un pouvoir évocateur très puissant, elles peuvent évoquer des lieux, des époques, des émotions, des personnages, des histoires, et donc souvent on va utiliser d'autres modes pour apporter toutes ces petites nuances. Donc on va pouvoir utiliser des gammes d'origine arabe, d'origine asiatique, d'origine africaine, d'origine sud-américaine, ou même nord-américaine d'ailleurs, mais de manière plus classique on a ce qu'on appelle les modes d'église, traduit un peu vulgairement de l'expression anglaise church modes, et donc ça c'est les modes qu'on a vus dans la vidéo précédente. On a par exemple ici le dorien, le phrygien, le lydien, le mixolydien
et le locrien. On le rappelle, le mode majeur qui est aussi du coup le mode ionien et le mode mineur qui est aussi le mode éolien. Mais on reparlera plus en profondeur de gammes plus exotiques et aussi de ces modes d'église dans des vidéos plus approfondies sur le sujet en abordant leurs spécificités plus tard. Et du coup, vous vous en rendez peut-être compte, mais le choix d'une gamme, ça doit être rapide. C'est pas quelque chose sur lequel il faut s'attarder, il faut passer des heures, des jours, des semaines ou je ne sais quoi. C'est vraiment quelque chose qui doit être rapide. Parce que de toute façon, si vous voulez changer complètement la gamme de l'entièreté de votre morceau à un moment ou à un autre, vous pouvez le faire. Ça prendra un peu de temps selon la durée de ce que vous avez déjà créé, mais globalement c'est quelque chose d'assez rapide, grâce à ce qu'on appelle la transposition. Et donc, par exemple, une transposition très simple, très basique. Par exemple, on a cette petite mélodie en Do majeur. Si je veux la transposer en La mineur, ce qui est extrêmement simple parce qu'on le rappelle, elles ont les mêmes notes, eh bien on a juste à déplacer les notes pour les faire correspondre à notre nouvelle gamme. Donc là, si je vous montre ça, hop, le plus simple à faire en fait, c'est juste d'échanger les notes via leur degré, dont on reparlera un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Mais en gros, vous remplacez la note en première position de la gamme par l'autre note en première position de la gamme, et ainsi de suite, la deuxième avec la deuxième. Et donc, par exemple, le Do de Do majeur sera remplacé par le La de La mineur, et ainsi de suite. Et pour des transpositions plus complexes, comme par exemple de Do majeur à Sol dièse mineur, c'est le même principe. On va faire ça par degré. Donc le C deviendra le G dièse, le D deviendra le La dièse, le Fa, le C dièse, etc., etc. Mais on reviendra sur les degrés juste après, d'ailleurs, on va y aller tout de suite, parce que là, à ce stade-là, vous devez vous dire, bon bah c'est bien joli, on sait comment choisir une gamme, on sait comment les construire, mais au final, comment les utiliser, bah c'est toujours pas le cas. Et du coup, enfin, les fameux degrés. Alors les degrés, j'en ai parlé plusieurs fois, je les ai jamais expliqués, tout ce que j'ai dit jusque-là, c'était que une gamme, c'est un ensemble de sons appelé degrés. Dit autrement, une gamme c'est un ensemble de sons auxquels on attribue des degrés. Et donc ces degrés, je l'ai plus ou moins dit juste avant, ils indiquent la position des sons au sein de la gamme. Et c'est justement pour ça que la gamme de Do majeur et la gamme de La mineur, alors qu'elles partagent les exactes mêmes notes, sont deux gammes complètement différentes. Parce que les degrés, et donc les positions des notes dans la gamme, ne sont pas du tout les mêmes. Et ces degrés, souvent, on les représente soit par des chiffres romains, soit par des chiffres arabes classiques. Et donc, pour la gamme de Do majeur, par exemple, ça nous donne ceci. On a Do, donc avec l'accord de Do majeur ici, qui est en degré 1. Donc là, vous voyez, j'ai mis la forme romaine et la forme arabe, pour que ce soit bien compréhensible et que vous ayez les deux versions. Donc, Do majeur, avec la note de Do qui est là, Ré mineur, accord de Ré mineur sur Ré, deuxième degré, et ainsi de suite, on monte troisième degré, quatrième, cinquième, sixième, septième, et quand on arrive à l'octave, on revient au début de la gamme, et donc on retourne sur le premier degré, qui est donc la fonction qu'on appelle tonique. Et donc là vous allez me dire, bah oui ok, mais là du coup on est sur une gamme heptatonique, comme tu disais dans la vidéo précédente. Donc sur une gamme à 7 notes. Mais du coup les gammes qui ont moins de notes, elles ont quand même 7 degrés? Eh bah évidemment la réponse est non. Il n'y a que les gammes de 7 notes qui ont 7 degrés. Et d'ailleurs, ce que je vais dire par la suite va concerner du coup principalement les gammes heptatoniques, donc les gammes de 7 notes, parce que c'est les gammes majoritaires dans la musique occidentale, dans la musique orchestrale même, et donc c'est de ce genre de gammes-là dont on parlera le plus sur la chaîne, évidemment, même si on parlera aussi des autres. Donc chacun de ces degrés là, ils ont un nom. Donc on a le premier degré, qui comme je viens de le dire, a la fonction tonique, le second degré qui a la fonction de sous-tonique ou de sus-tonique, le troisième degré qui a la fonction médiante, le quatrième qui est la sous-dominante, la cinquième qui est la fonction dominante, la sixième qui est la fonction sus-dominante, et la septième qui peut être soit une sensible, soit une sous-tonique, mais on en reparlera un peu plus tard. Et enfin, on revient sur le premier degré qui est donc toujours et encore la tonique. Chaque degré, du coup, comme on vient de le dire, a une fonction, mais ils ont aussi une force. Mais on va commencer par les diviser par fonction. Et il y en a 3 principales. On a la fonction tonique, qui est celle, comme on l'a dit, évidemment, du premier degré, mais aussi du troisième et du sixième. Cette fonction, elle nous donne un sentiment de repos, de calme, de finalité, et elle sert à résoudre la tension. C'est du vocabulaire très important et on en reparlera juste après. La deuxième fonction principale, c'est la fonction sous-dominante, ou subdominante en anglais, qui est portée par le deuxième degré et le quatrième. Ça crée un peu de tension, c'est moins calme que la tonique, et ça appelle à plus de tension. Et la troisième fonction principale, c'est la fonction dominante, qui est portée par le cinquième degré et par le septième degré. Ici maintenant on a une forte tension, on a un peu un aspect de question, souvent on compare ça souvent à un aspect de question, et ça appelle à une résolution, ça appelle la fonction de tonique. Et donc, comme je disais juste avant, chaque fonction a différentes forces, et comme vous l'aurez aussi sûrement remarqué,
chaque fonction est valable pour au moins 2 degrés, l'exception étant la fonction tonique qui a 3 degrés, le premier, le troisième et le sixième. Et donc en fait, chacun de ces 2 degrés est soit fort, soit faible. Et donc, comme vous le voyez ici, on a les degrés forts à gauche, ici, et les degrés faibles à droite, ici. Et donc les degrés forts sont le premier, ce qui est logique, celui de la tonique, de la note qui est à la base de la gamme, le 4e degré, donc la fonction sous-dominante, et le 5e qui est la fonction dominante. Et donc ça, ce sont les degrés forts. Et de l'autre côté, on a les degrés faibles, le 2e, le 3e, le 6e et le 7e. Malgré tous ces degrés, en fait, les degrés forts sont évidemment les plus importants, et parmi les degrés faibles, le seul réellement digne d'intérêt, c'est le 7e. Pourquoi? Parce que comme on l'a dit, il a 2 fonctions potentielles. Il peut être soit une sensible, soit une sous-tonique. Et c'est justement dans son rôle de sensible qu'il gagne tout son intérêt, parce que ce rôle de sensible lui confère une forte attraction vers la tonique, donc vers le premier degré, ce qui permet de résoudre de manière très satisfaisante. Les autres, qui portent plutôt bien leur nom, sont juste des degrés faibles et donc moins efficaces que leur équivalent fort. Cependant, ce n'est pas pour rien qu'à chaque fois j'ai indiqué les accords qui correspondaient aux degrés dans la gamme de Do majeur actuellement, parce qu'en fait, ces degrés et leurs fonctions, ils ont une force assez faible au final quand on les applique uniquement à des notes, dans le cadre uniquement d'une mélodie. Ces degrés ont un rôle, malgré tout, dans la mélodie, et sont très utiles pour en construire, mais comparé aux accords, cette force est vraiment négligeable. La vraie force des degrés se trouve dans les accords, ce qu'on explorera d'ailleurs bien plus en profondeur dans la prochaine vidéo qui sera dédiée aux accords. Et aussi, pour revenir sur la précédente vidéo, du coup la différence entre Do majeur et La mineur, c'est toujours les degrés. Mais du coup, cette histoire de degrés, qu'est-ce que ça implique vraiment? Et ben je l'ai déjà plus ou moins dit, je l'ai même accentué, c'est le principe de tension et de résolution. Tension et résolution, c'est 2 concepts qui sont très intimement liés et qui sont au cœur de la quasi-totalité de toute la musique passée, actuelle et très certainement à venir. Et surtout, de la musique que vous écoutez et que vous avez pu entendre. En effet, dans un contexte tonal, certains sons créent de la tension et d'autres sons résolvent cette tension. Alors vous allez me dire, oh oui, ok, une tension qui doit être résolue, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Globalement, ce que je viens de dire, c'est que la fonction dominante et la fonction sous-dominante des degrés créent de la tension. Vous vous rappelez, c'est ce que je dis juste avant en parlant des degrés. Et ce que je dis aussi, c'est que la fonction tonique sert à résoudre cette tension qu'on a créée avec la fonction dominante et la fonction sous-dominante. Et du coup, une façon de voir ça, comme je l'ai dit aussi juste avant, c'est que la tension, c'est un peu comme une question. Et que la résolution, c'est un peu comme une réponse à cette question. Il faut voir ça comme une attente et arriver à la fin de l'attente. Comme par exemple, dans la salle d'attente de votre docteur, vous arrivez, vous dites que vous avez rendez-vous avec le docteur, vous allez dans la salle d'attente, et là vous attendez. Et au fur et à mesure que vous attendez, la tension en fait elle augmente. Il y a d'autres clients qui arrivent, d'autres patients, et éventuellement il y a un patient grave qui doit passer avant vous, éventuellement il y a quelqu'un qui est arrivé en retard et qui du coup va quand même être pris avant vous, et tout ça, ça va créer de la tension. C'est comme une fonction dominante ou sous-dominante. Et au moment où ce sera finalement votre tour, où le docteur viendra vous chercher, là on a la résolution, la fonction tonique, ça y est, l'attente est terminée. Alors pour vous aider encore à comprendre et à mieux appréhender la chose, on va passer sur un exemple musical, après tout on est là pour parler de musique, pas pour parler de docteur, de salle d'attente et de maladie. Et donc par exemple, si je vous fais écouter cette petite mélodie très courte, c'est un petit morceau qui a un peu ni queue ni tête, je l'ai écrit à la va-vite pour vous servir d'exemple, mais on a l'impression que c'est un bout de musique complet. On n'a pas l'impression qu'il y ait besoin de quelque chose derrière pour que ça ait un sens. C'est un peu comme une phrase qui aurait sa majuscule et son point, et même si elle n'est pas forcément intéressante, même si elle apporte pas forcément grand chose, c'est une phrase valable. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'utilise la gamme de Do majeur, et je commence donc par établir la gamme de Do majeur en commençant directement par sa tonique. Ensuite, plus tard, on passe par la fonction dominante, ensuite on passe par la 7e, qui est dans le cas de la gamme de Do majeur est une sensible, donc qui augmente la tension et veut vraiment résoudre directement sur la tonique, et justement c'est ce qu'on fait en rejouant le Do, donc la mélodie suit un peu cet ordre-là. C'est pour ça qu'on a l'impression d'avoir un morceau complet, parce que ici on a notre partie qui commence, qui pose sa question avec la fonction dominante, on a la 7e qui accentue cette question, et enfin on résout en revenant vers la tonique, c'est bon, on revient au calme, l'attente est finie. Et en faisant ça, même de manière inconsciente, j'établis dans votre tête le fait qu'on joue un morceau dans la gamme de Do majeur. Et du coup, si je joue ça à la place, j'ai changé qu'une seule note. Tout le reste est identique. Juste ici, à la place de jouer un E, donc un Mi, je joue un Ré dièse. Sauf que Ré dièse, il est pas dans la gamme de Do majeur. Sauf qu'au moment où vous l'entendez, je vous ai déjà joué la tonique,
une partie des notes de la gamme de Do majeur déjà, et la dominante. Du coup, quand je joue cette note qui n'est pas dans la gamme, mais ça fait ce qu'on appelle une fausse note, de manière générale. Une note qui, à première vue, n'a absolument rien à foutre là. Et du coup, ça sonne mal. Et pourquoi ça sonne mal? Parce que elle a été mal introduite. Ce genre de dissonance, on appelle ça une dissonance, ça doit se préparer, ça doit être introduit d'une manière ou d'une autre. Et là, c'est pas du tout le cas, et c'est pour ça que ça ressort vraiment comme une erreur, comme si quelqu'un avait mal lu la partition. Et par exemple, si je joue ce bout de mélodie, là, normalement, vous avez l'impression que le morceau il est pas complet, qu'il manque un truc. Et c'est très simple, parce qu'en fait, je me suis arrêté sur la dominante. Vous voyez, c'est le même bout de mélodie qu'on avait ici. J'ai joué uniquement cette partie-là, en fait. Et je me suis arrêté du coup sur la dominante, sur ce qui crée de la tension. Et du coup, ce petit bout de mélodie, il vous laisse en attente. Vous attendez la résolution que le deuxième bout de la mélodie va vous apporter. Parce que la tension, ça laisse une attente, comme je l'ai dit. Ça demande une suite, et l'absence de cette suite peut être très désagréable si c'est préparé correctement. Mais pour rendre ça un peu plus évident, pour le mettre encore plus en relief, pour vraiment l'accentuer encore plus, je vais vous jouer ces deux parties, c'est-à-dire la partie incomplète et la partie complète, mais ce coup-ci en l'appuyant avec les accords, parce que comme je l'ai dit juste avant, la force des degrés réside surtout dans les accords. Et donc si je vous joue la partie incomplète avec les accords, et enfin la partie complète avec les accords, on a clairement une différence importante entre d'un côté quelque chose qui a l'air incomplet et qui attend une suite, et de l'autre quelque chose de complet qui se suffit à lui-même, même si son intérêt est, dans le cas présent, assez limité. Normalement, à ce moment-là, je pense que c'est assez clair comment on choisit une gamme, comment on l'utilise de manière assez basique, l'importance des degrés, et leur importance pour justement ce concept de tension-résolution. Alors maintenant, vous avez à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur les gammes, en tout cas tout ce que vous avez besoin de savoir. Parce qu'évidemment, il y a plein d'autres sujets liés aux gammes, comme par exemple la modulation, qui est elle-même un très vaste sujet. Mais pour compléter ça, comme j'ai dit juste avant, on va faire une vidéo qui va aller en profondeur sur les accords, et avec cette vidéo, on terminera le cycle des bases essentielles de la théorie musicale. Et après cette vidéo sur les accords, on aura juste une petite vidéo subsidiaire, un peu bonus, un peu additionnelle, qui complétera autant que possible la première vidéo lecture de partition, en explorant la grande majorité des symboles que je n'ai pas abordés dans cette première vidéo. Et une fois que ça se sera fait, on pourra attaquer des sujets beaucoup plus avancés, et on commencera par l'harmonie. En attendant, moi je vous invite évidemment à suivre la chaîne, à mettre la petite cloche pour les notifs, aimer la vidéo si vous l'avez aimée, laisser un commentaire, pour poser des questions ou même juste pour dire que ce que je fais vous plaît ou que ça vous plaît pas, vous êtes libre de le faire évidemment. Vous pouvez même mettre plusieurs commentaires si vous êtes chaud, hein, allez-y, y a pas de problème, hein. Ça augmente le référencement, y a pas de souci. Et aussi, ce qu'on a tendance à oublier, je vous le dis à chaque fois, c'est partager la vidéo avec les gens qui pourraient en avoir besoin, ou juste que vous avez envie de la partager. Pas de souci. Sur ce, moi je vous dis qu'on se revoit très bientôt pour la suite, je vous souhaite le meilleur, ciao.